La crise de la culture, 8 exercices de pensée politique. Hannah Arendt. Ich habe nie in meinem Leben irgendein Volk oder Kollektiv geliebt, weder das Deutsche noch das Französische noch das Amerikanische, noch etwa die Arbeiterklasse oder was es sonst so noch gibt. Chapitre 2. Le concept d'histoire antique et moderne. Partie 3. Histoire et politique. Alors qu'il est évident que notre conscience historique n'aurait jamais été possible sans l'élévation du domaine séculier à une dignité nouvelle, il n'était pas aussi évident que le processus historique serait par la suite appelé à donner leur signification et leur nécessité nouvelle aux actions et aux souffrances des hommes sur Terre. De fait, au commencement de l'époque moderne, tout faisait signe vers une promotion de l'action politique et de la vie politique. Et les XVIe et XVIIe siècles, si riches en philosophie politique nouvelle, ne témoignent encore d'aucune accentuation spéciale de l'histoire comme telle. Leur souci, au contraire, fut de se débarrasser du passé plutôt que de réhabiliter le processus historique. Le trait distinctif de la philosophie de Hobbes est son insistance monoïdéique sur l'avenir et l'interprétation téléologique de la pensée aussi bien que de l'action qui en résulte. La conviction de l'époque moderne, selon laquelle l'homme peut seulement connaître ce que lui-même a fait, semble être en accord avec une glorification de l'action plutôt qu'avec l'attitude fondamentalement contemplative de l'historien et de la conscience historique en général. Ce fut l'une des raisons de la rupture de Hobbes avec la philosophie traditionnelle, alors que toute la métaphysique antérieure avait suivi la thèse aristotélicienne, selon laquelle la recherche des premières causes est la tâche principale de la philosophie. Hobbes affirma au contraire que la tâche de la philosophie est de diriger les desseins et les buts et d'établir une téléologie raisonnable de l'action. Ce point était si important pour Hobbes qu'il soutint que les animaux aussi étaient capables de découvrir des causes et que par conséquent, la recherche des causes ne pouvait être la vraie distinction entre la vie humaine et la vie animale. Au lieu de quoi, il trouva la vraie distinction dans la capacité à compter avec les effets de quelques causes présentes au passé, dont je n'ai jamais vu de signe que chez l'homme. Non seulement l'époque moderne produisit dès son début une philosophie politique nouvelle et radicale, Hobbes en est seulement un exemple, quoique peut-être le plus intéressant. Mais elle produisit aussi pour la première fois des philosophes désireux de s'orienter conformément aux exigences du domaine politique. Et cette nouvelle orientation politique n'est pas seulement présente chez Hobbes, mais mutatis mutandis chez Locke et Hume aussi bien. On peut dire que la transformation hegelienne de la métaphysique en philosophie de l'histoire fut précédée par une tentative de se débarrasser de la métaphysique au profit d'une philosophie de la politique. Dans tout examen du concept moderne de l'histoire, l'un des problèmes cruciaux est d'expliquer son apparition soudaine pendant le dernier tiers du XVIIIe siècle et le déclin concomitant de l'intérêt pour la pensée purement politique. Vico est un précurseur dont l'influence ne s'est fait sentir que plus de 2 générations après sa mort. Là où a subsisté encore un pur intérêt pour la théorie politique, il s'est achevé en désespoir, comme chez Tocqueville, ou dans la confusion de la politique avec l'histoire, comme chez Marx. Quel autre sentiment que le désespoir, en effet, a pu inspirer l'affirmation de Tocqueville selon laquelle, le passé n'éclairant plus l'avenir, l'esprit marche dans les ténèbres. Or, c'est la conclusion de la grande œuvre, où il a dépeint la société du monde moderne, et dans la traduction de laquelle il a proclamé qu'il faut une science politique nouvelle à un monde tout nouveau. Et quoi d'autre qu'une confusion bénigne pour Marx lui-même, mais fatale pour ses successeurs, a pu induire Marx à identifier l'action avec la fabrication de l'histoire. La notion marxiste de fabrication de l'histoire a exercé une influence bien au-delà du cercle des marxistes convaincus ou des révolutionnaires déterminés. Quoiqu'elle soit très proche de l'idée vichéenne selon laquelle l'histoire a été faite par l'homme, en tant qu'il se distingue de la nature, qui a été faite par Dieu, la différence entre elles reste décisive. Pour Vico, comme plus tard pour Hegel, l'importance du concept d'histoire était essentiellement théorique. Il n'arriva jamais à aucun d'eux d'appliquer directement ce concept en l'utilisant comme principe d'action. Selon ceci, la vérité se révélait au regard contemplatif et rétrospectif de l'historien, celui-ci étant capable de voir le processus comme un tout et bien placé pour voir de haut les buts étroits des hommes en leurs actions et se concentrer plutôt sur les buts plus élevés qui se réalisent derrière leur dos. Vico. Marx, de son côté, combina cette idée de l'histoire avec les philosophies politiques téléologiques des premiers stades de l'époque moderne, de sorte que dans sa pensée, les buts plus élevés, qui selon les philosophes de l'histoire ne se révélaient qu'au regard rétrospectif de l'historien et du philosophe, purent devenir des buts visés par l'action politique. L'important est que la philosophie politique de Marx n'était pas fondée sur une analyse de l'action et des hommes agissants,
mais à l'opposé, sur le souci hegélien de l'histoire. C'était l'historien et le philosophe de l'histoire qui étaient politisés. Du même coup, la très vieille identification de l'action avec le faire et la fabrication fut augmentée et perfectionnée, pour ainsi dire, d'une identification du regard contemplatif de l'historien avec la contemplation du moderne. Forme d'où Platon avait tiré ses idées, qui guident l'artisan et précèdent toute fabrication. Le danger de ces combinaisons ne résidait pas en ce qui le rendait immanent ce qui jusque-là avait été transcendant, comme on l'allègue souvent. Comme si Marx avait tenté d'établir sur Terre un paradis auparavant situé dans l'au-delà. Le danger de la transformation des inconnus et inconnaissables buts plus élevés en projets à réaliser était que le sens et sa plénitude étaient transformés en fin, ce qui se produisit lorsque Marx conçut le sens hegélien de toute l'histoire, le développement et l'actualisation progressive de l'idée de liberté, comme la fin de l'action humaine. Et lorsqu'en outre, en accord avec la tradition, il envisagea cette fin ultime comme le produit final d'un processus de fabrication. Mais ni la liberté, ni aucun autre sens ne peuvent jamais être le produit d'une activité humaine, au sens où la table est clairement le produit final de l'activité du menuisier. L'absence de sens croissante du monde moderne n'est peut-être nulle part plus clairement présagée que dans cette identification du sens et de la fin. Le sens qui ne peut jamais être le but de l'action, et pourtant, inévitablement, surgira des actions des hommes après que l'action elle-même sera venue à une fin, était maintenant poursuivie avec le même système d'intention et de moyens organisés que l'étaient les buts particuliers directs de l'action concrète. Avec ce résultat que tout s'est passé comme si le sens lui-même avait quitté le monde des hommes, et comme si les hommes se trouvaient abandonnés à une chaîne infinie de buts, dans la progression de laquelle l'absence de sens, tous les accomplissements passés, étaient constamment annulés par des buts et des desseins à venir. Comme si les hommes étaient soudain frappés d'aveuglement à l'égard de distinctions fondamentales telles que la distinction entre la signification et la fin, entre le général et le particulier, ou grammaticalement parlant, en considération de for the sake of et afin que, in order to. Comme si le menuisier, par exemple, oubliait que seuls ces actes particuliers lors de la fabrication d'une table sont accomplis dans le mode du afin que, mais que toute sa vie de menuisier est régie par quelque chose de tout à fait différent, à savoir une idée plus vaste pour laquelle, principalement, il est devenu un menuisier. Et dès que ces distinctions sont oubliées et que les significations sont dégradées en fins, il s'ensuit que les fins elles-mêmes ne sont plus sauvées parce que la distinction entre les moyens et les fins n'est plus comprise, de sorte que finalement toutes les fins se transforment et sont dégradées en moyens. Dans cette version de la dérivation de la politique à partir de l'histoire, ou plutôt de la conscience politique à partir de la conscience historique, qui n'est nullement le privilège de Marx en particulier, ni même du pragmatisme en général, nous pouvons aisément retrouver la vieille tentative d'échapper aux déceptions et à la fragilité de l'action humaine en la construisant à l'image de la fabrication. Ce qui distingue la théorie de Marx de toutes les autres où l'idée de faire l'histoire a trouvé place, est seulement que lui seul a compris que si l'on considère l'histoire comme l'objet d'un processus de fabrication, il doit arriver un moment où cet objet est achevé, et que si l'on imagine qu'on peut faire l'histoire, on ne peut échapper à cette conséquence qu'il y aura une fin à l'histoire. Chaque fois que nous entendons parler de buts grandioses de la politique, comme d'établir une nouvelle société où la justice sera à jamais garantie, ou de faire une guerre qui mettra fin à toutes les guerres, ou d'assurer la démocratie au monde entier, nous nous mouvons à l'intérieur de ce mode de pensée. Dans ce contexte, il est important de voir qu'ici le processus de l'histoire tel qu'il apparaît dans l'extension de notre calendrier dans l'infinité du passé et du futur a été abandonné pour un genre de processus tout à fait différent, constitué par la fabrication de quelque chose qui a un commencement et une fin, dont les lois de mouvement peuvent donc être déterminées, par exemple comme mouvement dialectique, et dont le contenu le plus interne peut être mis au jour, par exemple comme lutte des classes. Pourtant, ce processus est incapable de garantir aux hommes aucune sorte d'immortalité, parce que sa fin annule et rend sans importance tout ce qui est arrivé auparavant. Dans la société sans classe, la meilleure chose que l'humanité puisse faire avec l'histoire est d'oublier toute cette triste affaire dont le but unique était de s'abolir elle-même. Il ne peut non plus donner sens aux événements particuliers, parce qu'il a dissous tout le particulier en moyen dont le sens s'évanouit au moment où le produit final est achevé. Les événements, les actions et les souffrances singuliers n'ont pas plus de sens ici que le marteau et les clous par rapport à la table achevée. Nous connaissons la curieuse absence de sens qu'engendrent en fin de compte toutes ces philosophies strictement utilitaires, si caractéristiques de la première phase industrielle de l'époque moderne, où les hommes, fascinés par les possibilités nouvelles de fabrication, ont tout pensé en termes de moyens et de fins, c'est-à-dire de catégories dont la validité avait sa source et sa justification dans l'expérience constituée par la production d'objets d'usage.
Le mal réside dans la nature du cadre conceptuel moyen, fin, qui partout où il est appliqué change immédiatement tout but atteint en moyen d'une nouvelle fin, et pour ainsi dire, en détruit par là le sens, jusqu'à ce que, au milieu de l'interrogation utilitaire apparemment sans fin, à quoi sert, au milieu de la progression apparemment sans fin, où le but d'aujourd'hui devient le moyen d'un meilleur lendemain, apparaisse l'unique question à laquelle aucune pensée utilitaire ne peut jamais répondre. Et quelle est l'utilité de l'utilité, comme l'a formula un jour succinctement Lessing. Cette absence de sens de toutes les philosophies véritablement utilitaires put échapper à Marx parce qu'il pensait qu'après que Hegel, dans sa dialectique, eut découvert la loi de tous les mouvements, naturels et historiques, il avait lui-même trouvé la source et le contenu de cette loi dans le domaine de l'histoire, et par là le sens concret de l'histoire que l'histoire devait raconter. La lutte des classes, à Marx, cette formule paraissait ouvrir tous les secrets de l'histoire, comme la loi de la pesanteur avait paru ouvrir tous les secrets de la nature. Aujourd'hui, que nous avons subi une théorie de l'histoire après l'autre, une formule après l'autre, la question pour nous n'est plus de savoir si telle formule particulière est correcte, ou bien telle autre. Dans toutes ces tentatives, ce qu'on considère comme un sens n'est en fait rien d'autre qu'un modèle, pattern, et à l'intérieur des limites de la pensée utilitaire, il n'y a que les modèles qui peuvent avoir du sens, parce que seuls les modèles peuvent être faits, tandis que les significations ne peuvent l'être. Mais comme la vérité, se dévoileront ou révéleront seulement eux-mêmes. Marx ne fut que le premier, et aujourd'hui encore le plus grand parmi les historiens, à prendre un modèle, pattern, pour une signification. Et l'on ne pouvait certes pas espérer qu'il comprenne que les événements du passé se seraient accordés avec autant de netteté et de cohérence qu'au sien à presque n'importe quel modèle. Le modèle de Marx, au moins, était fondé sur une vue historique importante. Depuis lors, nous avons vu des historiens imposer librement au dédale des faits passés quasiment tout schéma qui leur convenait, avec ce résultat que la ruine du factuel et du particulier par la validité apparemment plus haute de sens généraux a été jusqu'à miner la structure factuelle fondamentale de tout processus historique, c'est-à-dire la chronologie. En outre, Marx a construit son modèle comme il a fait à cause de son souci de l'action et de son impatience relativement à l'histoire. Il est le dernier de ces penseurs qui se tiennent à la limite entre le premier intérêt de l'époque moderne pour la politique et son souci tardif de l'histoire. On pourrait marquer le point où l'époque moderne a renoncé à ses premières tentatives d'établir une nouvelle philosophie politique pour sa redécouverte du séculier, en rappelant le moment où le premier calendrier révolutionnaire français fut abandonné après une décennie, et où la Révolution fut réintégrée, pour ainsi dire, dans le processus historique avec sa double extension vers l'infini. Ce fut comme si l'on concédait que même la Révolution, qui, avec la promulgation de la Constitution américaine, demeure le plus grand événement de l'histoire politique moderne, ne contenait pas en elle-même un sens indépendant suffisant pour commencer un nouveau processus historique. Car le calendrier républicain ne fut pas abandonné simplement à cause du désir de Napoléon de gouverner un empire et d'être considéré comme l'égal des têtes couronnées d'Europe. L'abandon impliquait aussi le refus, en dépit du rétablissement du séculier, d'accepter la conviction des anciens, selon laquelle la signification des actions politiques est indépendante de leur situation historique. Et surtout une répudiation de la foi romaine dans le caractère sacré de la fondation et de la coutume qui l'accompagnait de compter le temps à dater de la fondation. De fait, la Révolution française, qui fut inspirée par l'esprit romain et apparut au monde, comme Marx aimait à dire, sur l'habit romain, se retourna en plus d'un sens. Un jalon également important dans le passage du vieux souci de la politique au tardif souci de l'histoire se rencontre dans la philosophie politique de Kant. Kant, qui avait salué en Rousseau le Newton du monde moral et avait été salué par ses contemporains comme le théoricien des droits de l'homme, avait encore beaucoup de difficultés à assimiler la nouvelle idée de l'histoire qui était probablement venue à son attention dans les écrits de Herder. Il est un des derniers philosophes à se plaindre sérieusement du cours absurde des affaires humaines, de la désolante contingence des événements et des développements historiques, de cet irrémédiable et insensé mélange d'erreur et de violence, comme Goethe définit un jour l'histoire. Pourtant, Kant voyait aussi ce que d'autres avaient vu avant lui, que dès que l'on considère l'histoire en son entier, im Großen, plutôt que les événements singuliers et les intentions toujours déçues des acteurs, tout prend soudain du sens, parce qu'il y a toujours au moins une histoire à raconter. Le processus en tant que tout paraît guidé par une intention de la nature, inconnue aux acteurs mais compréhensible à ceux qui viennent après eux. En poursuivant leur propre but sans rime ni raison, les hommes semblent être dirigés par le fil conducteur de la raison. Il n'est pas sans importance de remarquer que Kant, comme Vico, avant lui, connaissait déjà ce que Hegel a appelé plus tard la ruse de la raison. Kant l'appelait à l'occasion la ruse de la nature. Il a même eu une vue rudimentaire de la dialectique historique,
Par exemple, quand il a fait la remarque que la nature poursuit ses buts globaux à travers l'antagonisme des hommes dans la société, sans lequel les hommes, d'un aussi bon naturel que les moutons qu'ils élèvent, ne sauraient donner à leur propre existence une valeur plus haute que celle que possède leur bétail. Cela montre dans quelle mesure l'idée même de l'histoire comme processus suggère que, dans leurs actions, les hommes sont conduits par quelque chose dont ils ne sont pas nécessairement conscients et qui ne trouve pas d'expression directe dans l'action elle-même. Ou, pour le dire d'une autre manière, cela montre de quelle utilité extrême se révéla le concept moderne de l'histoire en donnant au domaine politique séculier un sens dont il semblait par ailleurs dépourvu. Chez Kant, qui contraste à cet égard avec Hegel, le mobile de l'évasion moderne de la politique dans l'histoire est encore tout à fait clair. C'est l'évasion dans le tout, et l'évasion est inspirée par l'absence du sens de particulier. Et puisque Kant s'intéressait encore essentiellement à la nature et aux principes de l'action politique, ou, disait-il, morale, il fut capable de percevoir l'inconvénient crucial de l'approche nouvelle, la grande pierre d'achoppement que ne peut jamais ébranler aucune philosophie de l'histoire et aucun concept du progrès. Dans les propres mots de Kant, il restera toujours déroutant que les générations antérieures semblent toujours consacrer toute leur peine à l'unique profit des générations ultérieures, de telle manière que les dernières générations seules auront le bonheur d'habiter l'édifice achevé. Le regret déconcerté et la grande hésitation avec lesquelles Kant s'est résigné à introduire un concept d'histoire dans sa philosophie politique indiquent avec une rare précision la nature des embarras qui conduisirent à l'époque moderne à passer d'une théorie de la politique, tellement plus appropriée, en apparence, à sa croyance en la supériorité de l'action sur la contemplation, à une philosophie essentiellement contemplative de l'histoire. Car Kant fut peut-être le seul grand penseur pour lequel la question « que dois-je faire ?» était non seulement aussi pertinente que les deux autres questions de la métaphysique « que puis-je savoir » et « que puis-je espérer ?» mais constituait le centre même de sa philosophie. Par conséquent, il ne fut pas gêné, comme le furent encore même Marx et Nietzsche, par la supériorité hiérarchique traditionnelle de la contemplation sur l'action, de la vita contemplativa sur la vita activa. Son problème fut plutôt notre hiérarchie traditionnelle qui, parce qu'elle est cachée et rarement exprimée, s'est montrée beaucoup plus difficile à surmonter. La hiérarchie à l'intérieur de la vita activa elle-même, où l'action de l'homme d'État occupe la position la plus haute, la fabrication de l'artisan et de l'artiste une position intermédiaire, et le travail qui subvient aux nécessités du fonctionnement de l'organisme humain, la position la plus basse. Marx dut plus tard renverser aussi cette hiérarchie, bien qu'il n'ait parlé expressément dans ses écrits de l'élévation de l'action au-dessus de la contemplation et de l'opposition de la transformation du monde à l'interprétation du monde. Dans le cours de ce renversement, il lui fallut bouleverser aussi la hiérarchie traditionnelle à l'intérieur de la vita activa, en mettant la plus basse des activités humaines, l'activité du travail, à la plus haute place. Maintenant, l'action semblait n'être rien de plus qu'une fonction des rapports de production, de l'humanité, déterminée par le travail. Il est vrai que la philosophie traditionnelle ne reconnaît souvent que du bout des lèvres l'action comme la plus haute activité de l'homme, lui préférant l'activité bien plus sûre de la fabrication, de sorte que la hiérarchie à l'intérieur de la vita activa n'a jamais été complètement exprimée. C'est un signe du niveau politique de la philosophie de Kant que les vieilles difficultés inhérentes à l'action y aient été à nouveau mises en avant. Quoi qu'il en soit, Kant ne pouvait que méconnaître le fait que l'action ne satisfaisait aucun des deux espoirs que l'époque moderne fut tenue de mettre en elle. Si la sécularisation de notre monde implique la renaissance du vieux désir pour une espèce d'immortalité terrestre, alors l'action humaine, spécialement dans son aspect politique, doit apparaître singulièrement inadéquate à répondre aux exigences de la nouvelle époque. Du point de vue de la motivation, l'action paraît être la moins intéressante et la plus futile de toutes les entreprises humaines. Les passions, les buts privés et la satisfaction des désirs égoïstes sont les sources les plus productives de l'action. Et les faits de l'histoire connue pris pour eux-mêmes ne possèdent ni base commune, ni continuité, ni cohérence. Vico. Du point de vue du résultat, d'autre part, l'action paraît immédiatement plus fugitive et plus frustrante que les activités du travail et de production d'objets. Les actions humaines, si elles ne sont pas conservées dans le souvenir, sont les choses les plus fugaces et les plus périssables sur Terre. Elles ne durent guère plus longtemps que l'activité elle-même, et certainement par elles-mêmes ne peuvent jamais prétendre à cette permanence que possèdent jusqu'aux objets d'usage ordinaire quand ils survivent à leur fabricateur, pour ne pas parler des œuvres d'art qui nous parlent par-delà les siècles. L'action humaine, projetée dans un tissu de relations où se trouvent poursuivies des fins multiples et opposées, n'accomplit presque jamais son intention originelle. Aucun acte ne peut jamais être reconnu pour son auteur comme le sien, avec la même certitude heureuse
qu'une œuvre de n'importe quelle espèce par son auteur. Quiconque commence à agir doit savoir qu'il a déclenché quelque chose dont il ne peut jamais prédire la fin, ne serait-ce que parce que son action a déjà changé quelque chose et l'a rendu encore plus imprévisible. C'est cela que Kant avait en tête quand il parlait de la contingence désolante, Trostlose Ungefahr, qui est si frappante dans le cours de l'histoire politique. L'action. On ne connaît pas son origine, on ne connaît pas ses conséquences. Par conséquent, est-ce que l'action possède aucune valeur? Les vieux philosophes n'avaient-ils pas raison, et n'était-ce pas folie d'espérer voir surgir aucun sens du domaine des affaires humaines? Pendant longtemps, il a semblé que ces imperfections et embarras à l'intérieur de la vita activa pouvaient être résolus en ignorant les particularités de l'action et en insistant sur le sens du processus de l'histoire en son entier, qui semblait donner à la sphère politique cette dignité et rédemption finale de la contingence désolante, si évidemment requise. L'histoire, fondée sur l'hypothèse manifeste que les actions singulières, si contingentes qu'elles puissent paraître sur le moment et dans leur singularité, conduisent inévitablement à une succession d'événements, formant une histoire qui peut être restituée par un récit intelligible lorsque les événements ont reculé dans le passé, devint la grande dimension où les hommes pouvaient se réconcilier avec la réalité. Hegel. La réalité des affaires humaines, c'est-à-dire de choses qui doivent leur existence exclusivement aux hommes. En outre, puisque l'histoire dans sa version moderne a été conçue essentiellement comme un processus, elle a montré une affinité particulière et encourageante avec l'action qui, de fait, à la différence de toutes les autres activités humaines, consiste avant tout à déclencher des processus. Fait que, bien entendu, l'expérience humaine a toujours reconnu, même si le traitement philosophique de la fabrication comme modèle de l'activité humaine a empêché l'élaboration d'une terminologie distincte et d'une description précise. La notion même de processus, qui est si hautement caractéristique de la science moderne, science de la nature et science de l'histoire, a eu probablement son origine dans cette expérience fondamentale de l'action, à laquelle la sécularisation a prêté une force qu'on n'avait plus connue depuis les tout premiers siècles de la culture grecque, avant même l'apparition de la police, et certainement avant la victoire de l'école socratique. L'histoire, dans sa version moderne, a pu s'accorder avec cette expérience. Et bien qu'elle ait failli à sauver la politique de son antique défaveur, bien que les actions et faits singuliers constituant le domaine de la politique à proprement parler aient été laissés dans les limbes, elle a au moins octroyé au cours des événements passés cette part d'immortalité terrestre à laquelle aspirait nécessairement l'époque moderne. Mais que ces hommes d'action n'osèrent plus demander à la postérité.